Salut la Bulls Nation, béni sur French Bulls TV. Quel back-to-back ils viennent de nous faire vivre ces Bulls à Philadelphie et contre Utah. Euh, qui, Back-to-back qui s'annonçait pas forcément très simple, hein, parce que mine de rien, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas gagné face aux Sixers tout court, ça datait de 2019. Sur leur parquet en plus, ça datait de 2017. Et puis, comme tout le temps, pratiquement, hein, depuis le début de saison, dès qu'on a un back-to-back, faut voyager entre les deux matchs, donc ça a beaucoup plus de fatigue accumulée. Parce que nous, non, pour des gens comme nous, jouer un back-to-back avec les deux matchs au même endroit, ça n'existe pas. Nous, on n'a pas le droit. Donc ça s'annonçait quand même pas si simple que ça, parce qu'il nous manquait encore Caruso, il nous manquait encore Javonte Green. D'ailleurs, on fera un petit point blessure plus tard dans la vidéo, vers la fin. Euh, et même s'il manquait Joel Embiid côté Sixers, ça reste quand même une équipe très solide, hein, avec des James Harden, avec un joueur que j'aime beaucoup comme Tyrese Maxey, et puis voilà, un banc quand même assez efficace, de l'adresse à 3 points, donc ils sont capables de nous faire mal. Il fallait, même sans Joel Embiid, sortir un gros match pour s'imposer là-bas. Et c'est ce qu'on a fait, notamment sur le plan défensif. J'ai trouvé qu'on était très solide dans tout ce qui était bloquer les drives, toujours mettre un gars en opposition, laisser le moins d'espace possible pour aller jusqu'au cercle. Et si c'était le cas, il y avait des bonnes aides, il y avait des contests. On forçait notamment James Harden qui a eu beaucoup de possibilités d'aller jusqu'au cercle. On a beaucoup contesté ses shoots. On a fait en sorte que des fois il était obligé de ressortir la balle, faire des passes, etc. Euh, donc je trouve que dans tout ce qui est attaque du cercle, on était capable de bien défendre ça, on a été bien compact. Le seul petit souci, c'est que Philadelphie, ils ont beaucoup d'adresses extérieures. C'est une des meilleures équipes de la ligue à 3 points. Il me semble qu'ils étaient top 5 avant ce match. Et ils ont quelques joueurs dans leur équipe qui sont des Bulls killers certifiés, comme je disais dans le récap. Des mecs comme Milton, des mecs comme Nyang, parfois Korkmaz, même si bon, il ressort pas trop. Mais voilà, ces mecs-là ont mis beaucoup de paniers à 3 points en début de match et ils ont fait en sorte que Philadelphie reste devant. Alors que pourtant, on a vraiment fait de bons efforts. C'est juste que voilà, sur les 3 points, ça leur a permis de rester devant. Alors que je trouve que offensivement, on a mis un petit peu de temps à se mettre en route. On était parfois un petit peu hésitant, en manque d'inspiration vraiment. Et puis quand on a commencé à filer la balle à l'intérieur à Vucevic, oh tiens, miracle, ça marche. Euh, Ayo l'a beaucoup cherché, lui a filé des ballons à l'intérieur et après, lui, il a exploité comme il sait le faire, hein. Euh, il attend que l'aide arrive et soit il exploite le mismatch parce il était parfois face à Tucker, parfois enfin bref, il avait toujours l'avantage de taille par rapport à son adversaire. Et soit il l'exploitait, il mettait des bons petits hooks main gauche, des petits shoots à 3-4 mètres, soit il ressortait la balle et on arrivait à trouver un petit peu quelques espaces avec Zach LaVine qui a mis un premier 3 points, un premier d'une longue série. Et puis le banc a été très intéressant, et notamment Derrick Jones Jr. J'ai trouvé son entrée encore une fois excellente euh, en tant que deuxième pivot, même s'il a aussi joué 4 sur ce match-là, il a un peu alterné les postes. Mais voilà, face à une équipe des Sixers sans jouer Embiid et donc avec quand même pas mal de taille en moins, tu peux te permettre de le faire jouer 5 sur quelques petites séquences. Et il a été encore une fois très solide sous les deux cercles. Des déviations, des contests. De l'autre côté, il a mis un panier à 3 points, il a mis un and one. Donc il a été solide. Derrière, Drummond a également été intéressant. Il a pris pas mal de rebonds. Il a fait pas mal de choses plutôt bien. Il a mis du rythme aussi. Euh, mais mine de rien, Philadelphie était encore au contact dans le deuxième quart-temps avec notamment Harrell qui nous a fait pas mal de dégâts sous les deux cercles, des rebonds offensifs, un dunk, un petit shoot par-ci par-là. Il nous a un petit peu euh, ouais, il nous a un peu perturbé quand même, mais il a, c'était surtout offensivement qu'on avait un peu de mal à vraiment enchaîner. Il y a eu pas mal de pertes de balles à ce moment-là du match. On savait pas trop quoi faire balle en main. On a loupé pas mal de lancers francs aussi. Je crois qu'on a commencé par 0 sur 5. D'ailleurs, Drummond en a loupé 2. Derrick Jones en a loupé 1. Enfin bref, on était parfois encore un petit peu hésitant. Et puis, au fil des minutes dans ce deuxième quart-temps,
quand Zach Lavine et DeMar DeRozan sont revenus, là on est vraiment rentré on a réussi à mettre plus de rythme, à enchaîner les actions, à faire circuler un peu mieux la balle. Et, euh, et voilà, et c'est là qu'on a signé un run assez intéressant, où finalement ça nous permet de prendre l'avantage à la pause. On mène de 4 points. On commence à prendre le momentum avec Zach Lavine qui enchaîne plusieurs paniers à 3 points, dont un, 2 bons mètres derrière la ligne, pas longtemps avant la pause. Mais c'est vraiment au troisième quart-temps qu'on va vraiment faire la diff, parce que dès la reprise, Philadelphie fait des prises à 2 sur DeRozan et ça libère forcément quelqu'un. Et Patrick Williams, qui était à 0 points jusqu'ici, il met les 7 premiers points du troisième quart-temps et ça le lance dans ce match-là beaucoup plus agressif, beaucoup plus concerné. Et puis derrière, Zach Lavine, festival absolument monstrueux, des 3 points, mais absolument dans tous les sens. Ça a été un carnage, c'était une boucherie. Euh, il leur a tout fait, catch and shoot, step back, c'était invraisemblable, il était en feu complet, il était absolument en feu complet, Zach Lavine. Euh, à 2 minutes de la fin du troisième quart-temps, il était à 8 sur 8 à 3 points. Non mais, et dont 5 dans le troisième quart-temps, c'était juste, il était totalement en feu. Euh, Lui et Patrick Williams ont quand même cumulé 33 des 40 points des Bulls dans le troisième quart-temps, et c'est là qu'on a vraiment fait la différence, qu'on a commencé à prendre une belle avance. On avait à peu près une dizaine de points d'avance, qu'on a conforté dans le quatrième quart-temps avec Kobe White aussi, qui s'est mis à mettre 2 paniers à 3 points pour... souvent les Sixers ont essayé de mettre une défense de zone pour nous perturber, mais on avait une telle adresse à 3 points sur ce match-là. J'ai plus le chiffre exact de combien on a fini à 3 points sur ce match-là, mais c'était fou. Évidemment, Zach Lavine a beaucoup aidé, mais on a shooté à 58% à 3 points, 58,8%, mais je sais plus combien rentré, combien tenté. Mais voilà, leur défense de zone, on l'a fait voler en éclats aussi, parce qu'on a été capable de trouver de bonnes passes à l'intérieur. Il y a eu des bons drives, il y a eu du mouvement loin de la balle pour proposer des solutions aux porteurs. Il y a eu des cuts, etc. On est allé pas mal de fois au lancer aussi. Donc on a vraiment fait le match qu'il fallait euh, pour s'imposer là-bas. James Harden a mis 1 ou 2 paniers à 3 points. Tobias Harris a mis quelques lancers francs dans le quatrième quart-temps. Mais au final, James Harden, il a déjoué totalement. Il était à 0 sur 9 pour commencer. Il a fini à 4 sur 17 au shoot. Quelques bonnes passes, mais dans l'ensemble, pas grand-chose qui était vraiment flamboyant, ou en tout cas pas de quoi vraiment inquiéter les Bulls. Euh, donc au final, on est allé s'imposer sur ce parquet des Sixers pour la première fois depuis avril 2017. Donc c'est quand même pas rien, ça fait quand même presque 6 ans qu'on n'avait plus gagné là-bas. Avec donc Zach Lavine qui a été mais phénoménal, qui est rentré en fin de quatrième quart-temps, qui a mis 3 autres paniers à 3 points, qui termine à 11 sur 13 derrière l'arc, ce qui est absolument mais phénoménal, pour 41 points au total. Il est le deuxième joueur de l'histoire de la NBA à inscrire au moins 11 paniers à 3 points à plus de 80% au shoot. Et l'autre, c'est évidemment Steph Curry qui a dû faire ça, je ne sais pas combien de fois, mais bref. Et donc, on s'impose à 126-112. On tourne à 57% au shoot, 58% à 3 points, 33 passes décisives. Euh, Vucevic qui signe un triple-double. Ça passe même presque inaperçu, tellement la performance de Lavine a été monstrueuse. Mais bon, il signe quand même 19 points, 18 rebonds, 10 passes décisives. Et le détail amusant, c'est que la dernière victoire des Bulls à Philadelphie, donc en avril 2017, il y a déjà un joueur des Bulls qui avait fait un triple-double à ce moment-là, c'était Jimmy Butler. Et c'était le tout dernier match de la saison régulière et le dernier match de Butler aux Bulls, puisque derrière, dans la foulée, on l'avait tradé à Minnesota contre justement Zach Lavine, Mark Cannon, Chris Dunn, etc. Ouais, donc Vucevic qui signe un triple-double, qui est le 97e de l'histoire des Bulls. Et j'en profite pour rappeler qu'ils sont tous répertoriés sur le site, hein, avec le lien dans la description de la vidéo. Le banc a été très très actif. J'ai souligné Derrick Jones Jr., Drummond, Kobe White, Dragic, tous. Ils ont tous apporté quelque chose de très important dans ce match. Patrick Williams, sa deuxième mi-temps a été très très bonne. Et puis même défensivement, il a fait de très bonnes choses. Là aussi aidé parce que en face, ça manquait de taille avec l'absence de Joel Embiid. T'as vraiment que Harrell qui est quand même assez grand et costaud à l'intérieur. Donc c'est quand même assez limité.
Et la défense, c'était vraiment, vraiment intéressant de voir cette défense, encore une fois, pareil que face à Brooklyn 2 jours avant, vraiment tout le long du match, bien actif, bien dans, dans, dans tous les coups, qui n'a pas baissé d'intensité malgré l'avance, etc., qui a bien tenu jusqu'au bout. Et encore une fois, sans Caruso, sans Javonte Green, c'est vraiment intéressant de voir cette équipe être aussi solide défensivement parce que on n'avait pas trop l'habitude de ça jusqu'ici. Donc ça fait plaisir. Et au final, tu vois, tu as DeRozan qui fait 4 sur 13 au shoot, qui passe un peu au travers sur ce match-là. Je crois qu'il finit à 12 points. Et malgré ça, tu gagnes à Philadelphie. Donc c'est quand même signe que l'équipe est vraiment sur la pente ascendante en ce moment. Voilà, les autres étaient capables de compenser son coup de moins bien sur ce match-là. Donc ça fait toujours plaisir. Et derrière, tu as ce match, même pas 24 heures plus tard, tu reçois Utah. Les Bulls sont rentrés à Chicago, c'était quelque chose comme 4h, 4h30 du matin. Derrière, tu rentres chez toi, tu as le shooter hand, donc euh, pas évident du tout. Et ça s'est vu qu'il y avait pas mal de fatigue parce que la prestation sur ce match contre Utah a été beaucoup plus laborieuse. Euh, tout le long, c'était un peu plus pénible pour mettre des choses en place. On manquait de rythme, euh, on manquait d'énergie tout simplement. Il y avait beaucoup moins de mouvements des deux côtés. Défensivement, on a pris des runs dans notre dos. C'était impressionnant. Les mecs, ils cuttaient au cercle et ils avaient des lay-ups et des dunks dans tous les sens. Que ce soit Kessler, que ce soit Vanderbilt, que ce soit Markkanen surtout. Markkanen qui a claqué 7 ou 8 dunks dans ce match-là, dont un poster énorme sur Vucevic à un moment donné. Et, euh, et ouais, on a vraiment eu beaucoup de difficultés à protéger notre cercle. Utah a mis 68 points dans la raquette sur ce match-là, donc ils ont vraiment profité de nos largesses défensives parce que voilà, on n'était pas forcément, on n'affichait pas assez d'énergie pour voilà, faire les close-out, faire tout ce qui était nécessaire. Et offensivement aussi, on a eu beaucoup de mal, c'était très statique par moment. On a perdu beaucoup de ballons sur des actions qui étaient vraiment pas fluides, il n'y avait pas de soutien, pas de solution à l'opposé pour le porteur de balle, ça bougeait pas, il n'y avait pas de cut ou quoi. Au début de match, Zach LaVine a réussi plusieurs drives, mais au fil des minutes, Utah s'est adapté et avec des joueurs comme Kessler, Vanderbilt, ils ont réussi à bien protéger la raquette pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'espace à exploiter pour vraiment attaquer le cercle. Et donc, du coup, euh, ça a été parfois laborieux. Genre, dans le deuxième quart-temps, on a pratiquement 5 minutes sans mettre un point. Je crois on met un lancer franc en l'espace de 5 minutes, mais on met pas un panier à côté de ça. Donc, ça a été c'était vraiment laborieux et pénible par moments. Et du coup, ça a donné un match assez serré parce que Utah en a profité évidemment pour signer quelques runs, passer devant. Ils nous ont quand même pas mal dominés donc à l'intérieur avec aussi pas mal de gros rebonds, des secondes chances. Et ils ont mis quelques shoots ouverts. Et tu sentais que plus le match avançait et plus ça nous échappait. On perdait le contrôle du match et avec la fatigue, tu te dis, ah, ça va être compliqué quand même. On n'arrivait pas à passer la seconde. On n'était pas loin. Genre au troisième quart-temps, DeRozan a enchaîné quelques paniers, etc. Zach LaVine aussi, même s'il a plus été actif en première mi-temps. Mais voilà, tu avais toujours une réponse côté Utah avec Agbaji, que j'aime beaucoup, leur rookie, que j'avais scouté un petit peu l'année dernière, qui met des 3 points dans tous les sens dans les corners, qui attaque le cercle, qui bonne dépense d'énergie de sa part. Et donc il a fait un super match et lui il a été très actif pour aider Utah à rester devant. Et puis, un peu comme par enchantement, à un moment donné dans le quatrième quart, tout se met en place, tout se règle comme par magie. Patrick Williams qui était à 0 sur 7 jusqu'ici, mais 2 paniers à 3 points. Kobe White qui était à 0 points jusqu'ici, mais 5 points de suite avec un 3 points et un drive. On signe un 11-2 grâce à tous ces shoots-là de Patrick Williams et Kobe White. Et puis derrière, ça lance un peu le momentum en fait. Et Zach LaVine revient, se remet à claquer des 3 points comme s'il était encore à Philadelphie, un petit peu dans tous les sens, avec des catch and shoot, des step back, etc. Et là, on commence vraiment à prendre le large. Et puis, il reste que, comme à chaque fois qu'il joue contre nous, Kelly Olynyk. Tu as l'impression que ce mec ne vit que pour faire des bonnes actions contre les Bulls. Il essaie de ramener les siens, mais on a deux closers extraordinaires. DeRozan, Zach LaVine, pratiquement chacun à leur tour, ils mettaient un panier important pour maintenir l'avance, faire en sorte qu'on n'ait pas à se mettre en danger sur la fin de match.
Et on prend 7 points d'avance dans la dernière minute. Markkanen loupe deux shoots à 3 points. Et derrière, bah, voilà, on termine ça au lancer franc et on s'impose assez, je ne vais pas dire largement ou aisément, parce que ce ne serait pas vrai, mais on s'impose voilà, de 8 points, 126-118, en faisant la différence sur le dernier quart-temps qu'on remporte 42-29, alors qu'on a quand même bien galéré dans l'intensité, dans l'énergie, défensivement, dans les mouvements. Voilà. Ça a été compliqué tout le long du match. Et puis sur les 9-10 dernières minutes, ça a été, voilà, offensivement, on n'a pas franchement amélioré grand-chose défensivement. On a laissé encore pas mal d'espace, mais par contre, offensivement, ouais, on s'est mis à rentrer des shoots un petit peu dans tous les sens. Et voilà, quand tu as une telle armada offensive, voilà, c'est tout de suite beaucoup plus simple, avec encore Vucevic aussi, qui prend 16 rebonds pour aller avec ses 15 points. Zach LaVine qui finit à 36 points avec encore 12 sur 21 au shoot, 6 sur 12 à 3 points, 6 sur 7 au lancer franc. DeMar DeRozan 35 points à 13 sur 22, 7 passes décisives pour bien se rattraper de son match un petit peu loupé de la veille en termes d'adresse et d'impact. Donc voilà, les leaders ont repris le contrôle, mais encore une fois, le banc a été important, même si Kobe White n'a pas forcément brillé tout le long du match. Il a mis des shoots importants dans le quatrième quart-temps. Même chose pour Patrick Williams. Dragic a fait de bonnes choses, Drummond aussi, Derrick Jones Jr. encore. Enfin bref, voilà, ça a été très actif et tout le monde a fait de bien belles choses sur ce back-to-back. Donc c'était vraiment plaisant d'assister à ça. Et mine de rien, depuis cette défaite à Minnesota où on prend 150 points et où ça a bien gueulé dans le vestiaire et où Dragic disait c'est bien simple, on ne joue pas les uns pour les autres. Depuis ça, on est sur 8 victoires, 3 défaites. On est remonté à la 9e place de l'Est. Et sur cette période de 11 matchs où on fait 8-3, on est la quatrième à l'offensive rating. Quatrième meilleure équipe de la ligue à l'offensive rating. Donc il y a quand même grosse progression. Et là, on montre qu'on joue les uns pour les autres, qu'on fait les efforts, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Donc c'est quand même tout de suite beaucoup plus agréable. Et voilà, tout le monde participe. Ouais, comme je le disais, le banc était très actif. Kobe White, il shoot à plus de 40% à 3 points sur cette série-là aussi. Zach LaVine, bon bah voilà, il est sur des. Là, sur ce back-to-back, il a été absolument mais extraordinaire. Il a inscrit 77 points en 24 heures. Euh, donc c'est quand même assez incroyable et avec une adresse à 3 points juste sidérante. 17, ouais, 17 sur 25 à 3 points, donc c'est juste phénoménal. Il est le seul joueur de l'histoire des Bulls à faire 2 matchs de suite à au moins 35 points et au moins 6 paniers à 3 points inscrits. Donc c'est quand même pas rien. Donc il est en train de gratter des points et des voix pour être sur le banc lors du All-Star Game à Utah dans à peu près un mois. Donc pourquoi pas. Je pense que DeRozan et LaVine ils sont en train de mettre des candidatures assez sérieuses. Donc il y a de la grosse montée en puissance, on le dit depuis début décembre de Zach LaVine. Donc moi je dis pourquoi pas. Ce serait une juste récompense. Mais ce qui est surtout important, c'est que voilà, on est vraiment sur une super dynamique en ce moment. Euh, Presque tous les voyants sont au vert. Donc il faut juste poursuivre comme ça, avec notamment le déplacement à Boston de, de lundi. Après, on va à Washington mercredi. On revient à Chicago pour jouer Oklahoma vendredi et Golden State dimanche. Et ensuite, on file à Paris pour jouer les Pistons le jeudi d'après. Donc il y a quand même encore quelques matchs intéressants à venir. Pas de back-to-back, donc c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que Javonte Green devrait louper la grande majorité de la semaine qui reste là avant le départ à Paris. Toujours avec son souci au genou droit, ça n'a pas l'air de s'améliorer, donc c'est un petit peu emmerdant. Caruso, qui s'est tordu la cheville contre les Nets, n'a pas joué dans ce back-to-back. On ne sait pas trop encore combien de temps ça peut durer, est-ce qu'il peut revenir dans la semaine, à quel moment. Bon, c'est encore un peu flou. On va suivre les infos d'assez près. Et puis il y avait une petite inquiétude là qui a été annoncée avant le match face à Utah, c'est que Tony Bradley était testé positif au Covid, mais ça ne devrait pas avoir de répercussions sur le reste du groupe parce que Tony Bradley n'était pas avec le reste de l'équipe depuis 4-5 jours à peu près pour des raisons personnelles.
donc il n'était pas avec l'équipe. Et quand il est revenu, il s'est pas senti bien, il a fait un test Covid et il était positif au Covid. Mais comme il n'a pas été en contact avec le reste de l'équipe, ça ne devrait pas voilà, se développer, avoir 5-6 joueurs qui sont testés positifs dans les prochains jours. Espérons-le en tout cas, on ne sait jamais hein, de toute façon avec ce truc-là, mais voilà, ce serait quand même super con à 11 jours du match à Paris que tu à la moitié de l'équipe qui tombe en protocole Covid. Là, ce serait vraiment, vraiment, vraiment la haine. Bref, on va espérer que pas du tout, hein, que tout se passe pour le mieux, qu'on continue cette bonne dynamique qu'on a actuellement et qu'on enchaîne tout simplement avec Boston ce lundi, avec Washington mercredi, et puis voilà, et ainsi de suite jusqu'au match à Paris et ensuite. Parce que là, finalement, on est à 19-21. Et on n'est pas si loin d'un bilan positif. On n'est que à 3 victoires de la 6e place qui est toujours détenue par les Knicks. Tout reste jouable. Tout reste jouable. Et là, avec la dynamique qu'on a en ce moment, il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Donc voilà. Il faut juste, euh, il faut juste que ça se poursuive comme ça, qu'on garde cette régularité qu'on a, sachant en plus qu'il y a un des matchs qu'on a perdu sur les trois là. C'était celui à Cleveland avec l'arbitrage. Je pense que ça aurait pu tourner autrement. Mais bref, c'est pardon. C'est comme ça. C'est fait. Donc on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, il faut se concentrer sur les prochains et faire en sorte de vite repasser à 50% de victoire, puis en positif et continuer cette marche en avant. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, on va espérer tout simplement que tout se passe bien, qu'on puisse récupérer Caruso rapidement, peut-être Green aussi, ce serait bien. Et puis on se retrouve soit après le match à Boston, soit après le match à Washington pour débriefer, je l'espère, de nouvelles victoires. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.